Bienvenue à la Maison Biloba. Dans un premier temps, moi, je vais vous situer la Maison Biloba et ses projets. Il va y avoir une vidéo où il y a trois habitantes qui vont témoigner de ce qu'elles vivent à Biloba. On les a fait parler en 2023 de leur expérience d'être habitat. Chaque fois que je regarde cette vidéo, je suis à nouveau passionnée de cette vidéo. Donc ça va nous accrocher beaucoup dans cette dernière demi-heure. Et puis une présentation inédite, comme ça je fais le petit teasing, c'est que dans tout, je vois qu'il y a des visages qui sont connus, certains sont déjà venus à la maison Biloba, d'autres nous ont peut-être déjà entendus intervenir dans une présentation ou l'autre, parce que ces dernières années, comme c'est un sujet qui est assez présent, et la maison Biloba a été invitée à plusieurs conférences. Mais il y a une partie de notre travail qu'on n'a encore jamais présentée, c'est l'accompagnement qu'on fait dans nos habitations sociales et solidaires. Et donc, ma collègue Aurélie, qui est ici, viendra juste après la vidéo expliquer le travail qu'elle fait avec les habitants. Une petite présentation, parce que l'objectif, c'est de vous situer qui on est. Donc, Aurélie Alcouf, qui est référente habitant, formation d'assistante sociale et à Biloba depuis 2 ans. Et puis, moi-même, avec différentes casquettes, effectivement, de coordination générale, de responsable du centre d'accueil de jour et 8 ans dans la maison. Voilà. Se situer, c'est situer la mission de la maison Biloba, parce qu'on peut toujours situer par les projets concrets, mais il y en a toujours un qu'on oublie. Mais c'est surtout se dire, mais c'est quoi notre mission de l'ASBL? Pas des projets, mais de l'ASBL. Et du coup, la maison Biloba a une volonté d'agir dans un quartier. Déjà, ça c'est important de le situer. C'est le quartier Brabant qui est sur 2 territoires, Saint-Josse, Scarbeck. C'est en contrebas, un peu plus vers la gare du Nord. Voilà, c'est notre quartier d'action. Et c'est de animer, gérer, développer aussi des projets innovants à destination des personnes 60 plus, spécifiquement dans ce quartier. Pour quelles raisons? Parce que ce public des 60 plus a différentes particularités, en tout cas dans ce quartier qui fait partie du croissant pauvre de Bruxelles, avec une réalité d'isolement social, avec une grande diversité culturelle, avec une trajectoire de vie qui a souvent été complexe. C'est pas le vieillissement qui a amené une complexité, c'est toute une histoire de vie. La question des petits revenus, c'est parfois l'histoire de vie qui amène aussi ça, mais c'est une réalité. Et la question de l'accès aux droits, voilà, on va y revenir. Quelques dates clés. Pour se dire que le rêve Maison Biloba a été semé dans les débuts des années 2000. C'est la maison médicale du Nord, qui est un peu plus loin dans le quartier, qui a eu ce rêve de créer, mais quelle forme d'habitat on peut imaginer qui respecte les dynamiques culturelles et familiales pour notre patientèle multiculturelle qui vient nous fréquenter, avec différents critères de qualité d'habitat, de respect des dynamiques familiales et culturelles, une alternative à la maison de repos, une alternative à l'isolement social et qui tient compte des réalités financières. Du coup, c'est en 2009 que par une collaboration d'associations, et je pense à Eva BXL, Accent, les services sociaux quartier 1030, qu'il y a pu avoir le montage d'une coopérative pour l'acquisition d'un bâtiment qui est à la rue des Plantes. Il y a eu la rénovation du bâtiment. Dans le rez-de-chaussée, il y avait tout un espace où on pouvait déjà commencer une activité, avec la réflexion dans le quartier et des focus group, de dire qu'est-ce qu'on fait de cet espace au rez-de-chaussée. Et du coup, il y a eu l'embryon de ce qui s'appelle maintenant le centre d'accueil de jour, qui est un agrément des risquaires, mais qui était une maison de quartier pour seniors et leurs proches, et dans toutes les étapes successives pour arriver à un agrément structurel. Maintenant, il y a un agrément structurel, mais à ce moment-là, c'est des projets pilotes. 2016, c'était l'inauguration du bâtiment, avec l'arrivée des 15 habitants qui sont arrivés en 2016. 2018, c'est le début du réseau Citizen, c'est un réseau d'information et d'entraide. Et 2026, cette année, c'est une grande responsabilité. C'est quand même les 10 ans de Biloba. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire autour de ça? On n'a pas encore commencé à bosser dessus, mais il serait un peu temps qu'on commence à se dire comment cet événement déjà peut être fêté en intérieur, mais est-ce que ça peut appuyer le secteur, en fait, autour d'une initiative qui montre qu'elle fonctionne. Voilà. Alors, donc j'ai situé Biloba, c'est une mission, mais c'est 3 projets. J'ai déjà dit pas mal de choses sur l'un et l'autre, mais le centre d'accueil de jour, c'est agréé par Iriscare de 40 places. Le réseau City5, c'est de développer un réseau d'information et de solidarité dans le quartier Brabant pour les 60+.
concrètement, c'est des permanences dans le quartier. Il y a 4 zones de permanence. C'est des moments de détection, alors, parfois on appelle ça outreaching maintenant et c'est des, sessions d'information et d'autres activités pour aller à la rencontre des personnes isolées. Donc si on est à la rencontre, beh, il faut continuer à se renouveler dans nos moyens d'action et les habitations sociales et solidaires qu'on va avoir l'occasion de développer davantage et c'est la question de l'accompagnement, du vivre ensemble et du vieillissement dans les habitations. La postulat de Biloba ou la recette, s'il y en avait une, en tout cas les grands axes qui orientent notre travail, c'est surtout de créer, consolider le réseau autour de la personne. C'est de mettre en lien la personne avec les ressources existantes à Bruxelles. C'est une veille bienveillante et active sur le bien-être et les composantes de l'autonomie. J'en cite quelques-unes. La personne est bien au centre et actrice de son quotidien, c'est d'encourager le pouvoir de choisir, d'encourager le pouvoir d'agir, d'encourager la participation dans un groupe et au rôle que la personne a. Et c'est toute la question de la convivialité et de l'accueil et c'est un lieu, une oasis, une ressource dans des quartiers qui sont aussi complexes. C'est pas juste les trajectoires de vie qui le sont. On en arrive aux habitations sociales et solidaires. Oui, les habitations sociales et solidaires. Bah, je vais continuer de planter le décor, mais plus de bâtiments et l'offre de logement, histoire que vous situiez un petit peu la maison du Loba. On propose 15 appartements d'une chambre autonome individuelle d'environ 50 mètres carrés qui sont gérés par le foyer Escardéco avec lequel on a signé une convention. Les habitants ont également accès à des espaces communs, une buanderie partagée, une salle de sport et une salle commune, notaire, qu'on peut voir ici avec une cuisine accolée qui permet à la fois de partager des repas, des moments, mais aussi faire des réunions, organiser des événements. Et puis, pour comprendre aussi l'architecture, le centre de jour est au rez-de-chaussée, partage une cour avec une partie des habitations qui l'entourent. Voilà, la cour là à l'intérieur est commune. En son centre, vous pouvez voir le ginkgo biloba qui a donné son nom à la SBL car elle est symbole de résilience et de longévité. La petite parenthèse poétique. Et le reste des habitations se situe au-dessus du centre de jour, en front de rue, et au-dessus aussi de nos bureaux. Voilà, comme ça, vous avez un peu, je crois, la 3 dimensions. Et on va tout de suite passer au témoignage en fait des habitants. Ça nous permettrait d'avoir une vision incarnée. Et moi, ça me permet aussi de construire la suite de ma présentation. Euh, voilà, bah, ça pose un peu l'ambiance. Et puis finalement, dans le témoignage, on retrouve plein de caractéristiques qui ont été déjà évoquées là tout au long de la matinée, qu'on peut reprendre rapidement ici, mais les spécificités des personnes qui viennent habiter à la maison Biloba, bah, on retrouve évidemment le besoin d'un chez-soi. C'est des trajectoires de sans chez-soirisme ou de mal logement. Il y a évidemment ce besoin qui est beaucoup répété, de rompre avec l'isolement social. C'est des solitudes qui sont installées sur plusieurs années. Malgré ça, il y a aussi un besoin d'indépendance et d'autonomie qui est très, très, très affirmé et en même temps des fragilités de santé physique et mentale, plus des problématiques pour accéder aux droits qui sont voilà, c'est des choses difficiles donc l'équilibre, il est en permanence à trouver entre, ce besoin de dignité, d'autonomie, de contrôle sur sa vie, mais aussi un besoin réel et grandissant d'accompagnement avec, plusieurs niveaux, de besoins. Et on peut passer à la diapositive suivante, puisque c'est questionnable, parce qu'on trouve aussi dans le vivre ensemble, dans le groupe, voilà, il y a une idée, qu'on se fait de la vie en groupe un peu idéalisée, et puis il y a la réalité parce que, le groupe, évidemment, les habitants arrivent en imaginant aussi que ça puisse combler, beaucoup de manques. Qui dit isolement de longue durée, parfois dit aussi pas vraiment d'outils pour la vie de groupe qui se sont construits. Et puis s'ajoute à ça des visions très divergentes de ce qui fait communauté, soit parce qu'on n'a pas les mêmes attentes, soit parce qu'on est issu justement de cultures différentes. Et puis une méfiance vis-à-vis de tout ce qui fait société, puisque les parcours ont été marqués par des violences institutionnelles, par des expériences de rejet, par voilà, tout plein d'injustices qui font que ce soit la maison Biloba, que ce soit le groupe et comment il fonctionne, bah, ça, c'est difficile, plus difficile d'avoir confiance.
Donc, même si cette vie collective, elle est fort désirée, l'investissement, il peut être fragile et en plus, tout le monde n'a pas les mêmes capacités à communiquer, à agir et à mettre de la confiance. Il y a ce qui amène vraiment aux questions d'accompagnement. Le projet aussi a idéalisé la vie de groupe au départ et on a sous-évalué un peu toutes les difficultés qui pouvaient être rencontrées dans cet habitat partagé. Et dans les premiers temps, le suivi des habitations sociales et solidaires des groupes habitants était assuré par des partenariats et par les services déjà existants, le réseau Citizen, le centre de jour et puis les services sociaux de quartier qui détachaient une travailleuse pour assurer notamment les réunions régulières avec les habitants. Mais rapidement, on s'est rendu compte que c'était pas suffisant. Il y avait un Mmh. besoin de suivi vraiment régulier, d'avoir les temps de prévention un peu du groupe, de suivre la dynamique et d'être dans une approche qui était vraiment adaptée aux habitants. La volonté de créer un poste spécifiquement dédié, c'est arrivé assez vite. Par contre, la possibilité de financer, c'est arrivé plus tard. En 2024, seulement, j'ai reçu un financement Maridel pour un 50% que j'occupe, même si un temps plein, ce serait largement justifié, et un financement structurel aussi, d'ailleurs. Mais voilà, déjà on fait comme on peut avec ce qu'on a. Et je vais parler, bah, du poste que j'occupe, du coup, les missions, parce que finalement, c'est un poste qui est encore en construction. Il y a plein de tâches. Il y a à la fois une petite partie d'animation, une partie de coordination, une partie de suivi social. Enfin voilà, il y a des traits plutôt suisses comme ça, avec vraiment plein de tâches, plein de niveaux d'intervention. Et je pourrais en parler très longtemps. Il faut rester concise. On a regroupé ça 3 axes. Je vais parler du suivi individuel, présenter rapidement ce que je fais, et le suivi de groupe et l'accueil des candidats au logement. Je vais pas assurer un suivi social sur du long terme. Je n'aime pas suivre la situation de chaque habitant. L'idée, c'est plutôt de permettre de construire un réseau, que chaque personne reste autonome dans son logement et qu'elle soit au centre de son réseau. Simplement aussi parce que la maison de Levallois et les équipes ne sont pas là H24 du tout. On est ouvert, on n'est pas là le soir, on n'est pas là la nuit, on n'est pas là le week-end. Donc, l'idée, c'est que les personnes puissent être autonomes et en sécurité chez elles. Donc, mon travail, ça va être plutôt d'écouter. Il y a beaucoup d'écoute quotidienne et puis d'être attentif quand il y a une situation qui se fragilise et toujours vérifier si il y a un filet derrière en cas de problème. Donc, construire le réseau, mobiliser le réseau et aussi être là quand il y a des moments d'urgence, parce que parfois il peut y avoir un accident qui fait que la situation va changer radicalement un peu du jour au lendemain suite à, par exemple, un poil cardiaque ou n'importe quel autre souci qui fait que, et il faut pouvoir assurer la transition avant que la personne puisse rentrer de manière safe chez elle. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Bon, il y a aussi toute la partie aussi d'accompagnement du locataire dans ses responsabilités dans la relation avec le bailleur. Ça, voilà, ça c'est tout un pan aussi. Je vais pas aller là-dessus, mais c'est un peu tout ça. Voilà, un rôle de prévention, de relais et aussi d'accompagnement dans des moments assez sensibles, comme tout ce qui entoure la fin de vie, par exemple. Parce qu'a priori, si les personnes se sentent bien là, elles restent là jusqu'au bout. Voilà. Pour le groupe, le suivi de groupe, et ben, l'idée, ça va être effectivement de valoriser le collectif, voilà, d'être là pour mettre en évidence les compétences et tout ce que les personnes ici savent déjà faire, mettre vraiment en avant tout ce qui se passe bien. Favoriser évidemment des moments de convivialité, des événements, ça peut être autour de l'accueil par exemple d'un nouvel habitant, des choses comme ça. De la gestion de conflits, de la prévention. La prévention, ça va plus concerner soit, des questions de bâtiment, comment sont réparties les charges collectives et du coup, le police québécois vient pour expliquer au groupe, comment ça se passe. Les préventions incendies, il y a aussi eu une formation à la communication non violente à un moment pour essayer de tempérer certaines situations et puis, le soutien à la construction de règles collectives, ça se fait beaucoup lors des temps de réunion qui sont organisés tous les mois maintenant, c'est plus toutes les 2 semaines. Et voilà, finalement résumer, c'est aider, le groupe à prendre confiance et à trouver ses propres règles de fonctionnement, mais je décide pas à la place.
je pense que j'ai rapidement fait le tour du suivi de groupe et qu'on peut passer au troisième axe, l'accueil des candidats au logement. Ça se fait sur du long terme. Comme dit précédemment, on a 15 habitations, des personnes qui y restent jusqu'à la fin. Donc, on va pas être dans des capacités d'accueil d'urgence du tout, c'est pas de cet angle-là. Et surtout, comme le focus est quand même sur le groupe et le fait que tu restes fonctionnel, parce que ce que disait Teresa dans le témoignage, par exemple, un voisin, comment elle dit un bon voisin est Et mieux mieux que qu'une famille famille lointaine. lointaine. Ouais. C'est drôle, j'ai dit plein de fois et là l'idée, toujours, quand on n'est pas là, c'est que, le groupe est aussi la première ligne pour tout le monde, que ce soit en cas de problème de bâtiment ou en cas de problème pour un habitant. Donc, on a toujours une attention particulière à ce que le groupe puisse, bien se porter. Et donc, l'accueil d'un nouvel habitant, c'est aussi se poser la question de: «Ah bah, est-ce que ça va bien fonctionner avec le groupe? Est-ce que le projet est vraiment une plus-value, pour la personne? Est-ce qu'elle y sera bien? Et est-ce que tout ça peut se mettre, quoi?» Et plusieurs critères qui sont à la fois liés à la personne. Évidemment, la personne doit avoir plus de 60 ans, être en lien avec le quartier, par exemple. Lié au projet, bah, c'est toujours, vérifier, qu'on soit bien, OK sur la manière de fonctionner et si, la partie de vie de groupe, convient et si, ça peut matcher avec le groupe. Donc les premières rencontres, que je fais avec les personnes, ça dure 1 heure en général. C'est vraiment jusqu'en camp de comprendre la situation, de pouvoir dresser un portrait, voilà, d'une personne qui arrive pour pouvoir soumettre ça, au comité de sélection et puis je pense 1 heure pour bien expliquer le projet, tout ça. Donc c'est quelque chose qui se déploie, le fait, de réussir à de réussir un accueil, on va dire. Et ça, un projet spécifique, qu'est-ce que j'ai mis par le fond d'urgence? Bah, je crois que j'ai à peu près bien expliqué. J'ai sûrement oublié des choses, hein, mais passons à la conclusion. Ça fait 10 ans. Là, en mars, les habitations solidaires vont fêter leurs 10 ans. C'était au départ un projet vraiment composé de rêves et d'incertitudes. Aujourd'hui, ils répond à une partie de la population, évidemment pas directement là aux personnes, par exemple, qui n'ont pas sont pas en ordre de séjour ou les choses comme ça. Mais par contre, le fait d'avoir réussi à construire quelque chose et de l'avoir stabilisé, c'est toujours encourageant aussi pour créer d'autres projets. Donc ça, c'est toujours intéressant de maintenir, le questionnement, la réflexion. On essaye de le faire. Il y a eu pas mal d'échanges interprofessionnels très, 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 très enthousiasmants en 2025 parce qu'on s'est rendu compte que plusieurs habitats inclusifs, alternatifs, enfin peu importe la dénomination, étaient nés et puis rencontraient en fait le même type de questionnement, même si c'était pas le même public et qu'il y avait moyen en fait de créer un réseau et de réfléchir ensemble comment partager les savoirs et comment, construire un plaidoyer aussi pour, encore monter des projets qui sont adaptés à des publics qui, pour l'instant, n'ont pas accès à un logement digne. Voilà. Je ne sais pas si tu veux finaliser, je ne sais pas si je suis en avance, en retard, je ne sais pas si vous avez des Pile dans questions. le timing. Voilà. Ben, en fait, je pense que la conclusion est faite là et peut-être que c'est peut-être l'échange qu'on peut avoir ensuite qui amènera surtout vous remercier en tout cas de Léa, bonne écoute.